Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais, pour vous parler d'Adorno, traiter de la question de l'individu. Et je voudrais commencer en faisant état d'une hésitation qui a été la mienne concernant le choix de cette conférence, puisque j'avais hésité d'abord à vous parler de la question de la dialectique. Et puis, il m'a semblé qu'en traitant de la question de l'individu chez Adorno, peut-être on avait là une meilleure façon de manifester ce que c'est que pour Adorno la dialectique négative ou la dialectique de la dislocation. Bien qu'il ne s'agisse pas du tout de trouver un exemple, parce que c'est une dialectique qui exemplifie pas, mais qui cherche des modèles qui touchent le spécifique. Donc, je vais essayer de faire ça avec vous. Alors, en parlant d'Adorno, évidemment, je serai conduite à évoquer le travail commun mené avec Max Horkheimer, dont Adorno fut d'abord le jeune collaborateur, et en particulier leur travail commun dans la dialectique de la raison. Et comme Adorno est l'auteur d'une œuvre extrêmement conséquente, je vais me limiter à évoquer les analyses de la dialectique de la raison, donc 1944 et puis 47 pour la publication moins confidentielle, les Minima Moralia, 1951, et la dialectique négative en 66, en faisant seulement quelques petites incursions dans d'autres textes. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais procéder? J'ai 5 points à vous soumettre et je voudrais commencer par le problème de l'intériorisation de la domination sociale qui confère à l'individu un aspect extrêmement général. C'est vrai que l'analyse adornienne, elle implique qu'une grande part de ce que l'individu manifeste, ses déclarations, ses idées, ses croyances, se trouve préformée par les grands vecteurs de l'industrie culturelle. Et Adorno nous peint un individu qui a intériorisé totalement les règles sociales sans que cela soit manifeste, processus qu'Adorno nomme un processus de socialisation totale. Cette socialisation totale de l'individu va induire des effets en apparence paradoxaux. Et on expliquera d'abord pourquoi il ne s'agit pas d'une intégration positive, mais de la production d'une masse d'individus qu'Adorno qualifie d'amorphes et de dociles. Les deux théoriciens de l'école de Francfort, que sont Adorno et Horkheimer, il me semble plus que tout autre, ont mis en avant la porosité des processus psychiques et symboliques individuels aux influences sociales, faisant de ceci des manières de précipiter des expériences sociales. Mais ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est qu'il y a, il me semble, plusieurs façons pour le social de se sédimenter dans l'individuel et j'y reviendrai à la fin de cette conférence. Alors, je vais d'abord essayer de dégager quelques aspects de cette répression en partant de l'analyse célèbre du chapitre de la dialectique de la raison consacré à Adorno et Horkheimer à la production industrielle des biens culturels. À partir de cette production et de sa contribution à la constitution d'une culture de masse, et il faut faire attention ici, cette culture de masse, c'est pas du tout une introduction des masses dans des sphères culturelles dont elles étaient préalablement exclues, mais c'est vraiment pour Adorno et Horkheimer un véritable déclin de la culture. Il me semble qu'on va pouvoir mieux comprendre la façon dont les théoriciens critiques comprennent le mécanisme de la domination sociale, domination dont le principe est tout à fait caché dans les sociétés qui sont les nôtres, alors qu'il est proclamé dans les sociétés fascistes. Il y a en effet, à leurs yeux, une analogie complète de fonctionnement entre culture de masse et société totale ou société intégrale. Pourquoi on s'aperçoit que la société, elle agit directement sur le moi de l'individu en train de se constituer via les masses médias, via l'industrie culturelle, via la socialisation scolaire et sportive, qui voit donc l'aspect privé de l'individu s'abolir dans la masse. Leur analyse de l'industrie culturelle va révéler une domination qu'ils appellent une domination de fond en comble, une réification totale, une intégration totale de l'intimité
et de la vie intérieure individuelle, qui signe une véritable destruction de l'intériorité. Donc on a le monde entier d'une certaine façon, hein, qui passe dans le filtre de l'industrie culturelle, hein, qui est une véritable fin de la culture, et c'est moins en rapport avec une contrainte externe qu'elle ferait peser sur l'individu qu'en raison de l'appropriation de cette violence ou de son intériorisation. C'est-à-dire que le contrôle du désir individuel est pas nécessairement vertical ou violent, hein, quoi qu'il puisse l'être, et j'y reviendrai, parce que cet individu, il a préalablement réprimé un certain nombre de choses par le contrôle de la conscience individuelle. Et Adorno et Horkheimer vont s'employer à décrire les ressorts de cette intégration à la totalité que forme l'industrie culturelle, celle-ci faisant écho à l'ensemble du processus social ou aux mécanismes gigantesques de l'économie. Donc la puissance de cette intégration tient moins à une capacité à s'opposer aux besoins ou aux désirs de l'individu qu'à une capacité à produire ce désir et ce besoin à son image. Hein, selon l'expression des minima Moralia, que je trouve très juste, la domination se transmet à travers les dominés. Pour prendre un exemple, hein, dans le capitalisme avancé, selon Adorno et Horkheimer, le désir de loisir ou d'amusement se trouve produit à l'image de l'activité de travail, qui est marquée par la répétition, en même temps que le devenir tout à fait standardisé des loisirs semble le seul moyen pour rendre ce travail répétitif supportable. Je cite une formule célèbre, hein, dans les dessins animés, Donald Duck reçoit sa ration de coups comme les malheureux dans la réalité, afin que les spectateurs s'habituent à ceux qu'ils reçoivent eux-mêmes. Donc on a des pratiques qui sont pas spontanées, mais qui sont suscitées par les institutions culturelles et sociales. Autrement dit, on a un contrôle social de l'individu qui tient à une intégration de celui-ci dès sa naissance à un réseau d'institutions qui constitue autant de relais et de vecteurs de ce processus d'incorporation du particulier à la substance sociale ou à ce processus d'introjection d'une logique sociale par ce particulier. Il faudrait distinguer hein, ces deux termes. Je peux pas le faire ici. Et donc, on est confronté à un phénomène de mimétisme de la conscience individuelle à l'égard de la société administrée. Donc ils évoquent, ce qui les intéresse, c'est ce processus par lequel les individus deviennent ce que le système les contraint à être. Il y a une pression du système sur eux qui trouve à se soutenir d'une pression interne qui va dans le même sens. Et c'est un processus suivant lequel ces individus deviennent semblables, d'une certaine façon, à la société toute puissante. Alors, on pourrait voir là-dedans, il me semble que c'est intéressant, toute une stratégie individuelle de défense contre la souffrance. Et Adorno précise, par exemple, il parle de scientifiques qui sont, pour leur carrière, candidats à des postes, que ces gens vont se mettre à renoncer à penser face à l'injonction professionnelle de s'en tenir à un cadre, sans y mêler aucune initiative, aussi aucune considération subjective. Et que petit à petit, cette aversion pour la pensée va engendrer une véritable incapacité de penser. En lisant ça, moi, je pense à tout le travail de l'initiateur de la psychodynamique du travail, Christophe Dejour, qui s'est employé depuis une trentaine d'années maintenant à essayer d'expliquer comment l'élaboration de stratégies de défense contre la souffrance vient alimenter un consentement individuel et collectif à la domination dans le travail. Et je pense en particulier à son travail dans Travail et émancipation, où lui aussi analyse cette stratégie individuelle de défense mobilisée face au travail répétitif sous contrainte de temps, par exemple sur une chaîne de montage, pour lutter contre l'ennui, contre l'angoisse d'être transformé en automate, mais aussi contre la peur de pas tenir à la cadence. Cette même stratégie de défense
Il s'agit d'arrêter de penser, ce qui peut s'obtenir de différentes façons, et en particulier par un activisme qui produit un engourdissement de la pensée, par une hyperactivité qui va petit à petit paralyser la pensée et ensuite produire une sorte, comme disent Adorno et Horkheimer, une incapacité de penser. Donc il me semble y avoir une très très grande actualité de ces analyses des deux théoriciens critiques. Alors, vous allez me dire que le pouvoir s'insinue dans les individus, on dessine les contours et l'architecture intérieure, la chose n'est pas du tout nouvelle. Mais il semble qu'un seuil a été franchi selon les deux théoriciens critiques, si bien que l'intériorité est maintenant sans aucune substance propre ou sans plus d'autonomie, et que cet effet de seuil signifie pour eux la défaite du sujet pensant, et s'accommode parfaitement, je pourrais pas vraiment le développer, du fait que les libertés formelles soient garanties. Alors, c'est plus, on a un homme moderne, donc, qui est intérieurement transformé en appareil conforme, jusqu'à dans ses émotions profondes, appareil conforme au modèle présenté par l'industrie culturelle, dont on a évoqué tous les vecteurs. Et ses réactions les plus intimes, ses pensées, ses désirs, ses déclarations sont si réifiées qu'elles ne présentent plus rien du tout de spécifique au sens de propre. Adorno reprendra l'analyse dans les Minima Moralia. Ce qui arrive à l'individu moderne ne lui vient plus simplement de l'extérieur, ce qui a été longtemps le cas, dans le cadre d'une opposition et d'un conflit entre l'individu et la société qui se faisait face. Mais maintenant, c'est vraiment au cœur de l'intimité de cet individu que s'est logé subrepticement le pathos de la société, qu'Adorno comprend comme besoin de contraintes et de restrictions. Alors, peut-être deux remarques pour conclure ce premier point, et d'abord peut-être une objection qu'on pourrait nous faire. On pourrait objecter qu'il y a des individus rebelles, ce qu'Adorno ne nie pas du tout. Il y voit plutôt un tour de la domination sociale qui peut se donner en quelque sorte des protagonistes dont elle a d'autant plus facilement raison qu'elle les produit elle-même en opposition à elle. Et je pense à ce passage du paragraphe 87 des Minima Moralia, dans lequel Adorno explique soit les individus choisissent les valeurs reconnues, tout est dans l'ordre, soit ils en viennent à se décider pour la rébellion, et ils correspondent encore aux stéréotypes attendus par la société moderne, au stéréotype de l'homme superbe, indépendant, à une société individualiste qui valorise aussi ce genre de posture de rébellion qu'elle produit pour mieux les récupérer. Peut-être deuxième remarque, avant de clore ce premier point, je viens de décrire une société d'individus qui sont devenus, selon l'expression d'Adorno, des contrôleurs volontaires et zélés d'eux-mêmes. S'ils ont accommodé l'ensemble de leur complexion affective, si je peux parler ainsi de façon un peu spinoziste, l'ensemble de leur complexion affective a une logique du contrôle social, celui-ci ne leur est plus imposé, et c'est toute une interrogation sur le consentement. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus de violence ? Certes, cette société ne semble pas violenter ses membres pour les rendre consentants. Il me semble que ça signifie peut-être que toute cette persécution, elle est inapparente, au sens où la capacité de ressentir de la souffrance a été anesthésiée, ce qui est un problème éthique extrêmement intéressant. Par ailleurs, il y a un autre point, Adorno laisse entendre que ce processus pourrait induire un transfert de la violence à l'encontre de l'entourage, à l'encontre d'une sorte de monde proximal de l'individu. Ce que la société fait subir en termes de persécution à tous, certains vont le transférer sur leurs plus proches voisins.
Bon, ce qui ouvre aussi des pistes d'analyse sur le transfert de la violence qui sont intéressantes. Alors, cet engloutissement de l'individuel, hein, son devenir commensurable, qui le rend en quelque sorte échangeable, n'est pas le seul fait de l'industrie culturelle. Et il y a toute une tradition philosophique qui, en faisant la promotion de l'universel, hein, en accordant au tout un primat, possède, si je peux parler ainsi, une part de responsabilité. Et ce sera le deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter. Je reviens à la dédicace des Minima Moralia, qui caractérise la démarche de l'ouvrage comme une façon d'oser parler de l'individuel, et il faudrait distinguer individu individuel. Alors d'où vient cette nécessité? Il me semble que ça vient aussi de la désinvolture avec laquelle on a traité l'individuel, de sa liquidation du fait du primat du tout, liquidation évidemment dont le siècle a montré qu'elle n'était pas conceptuelle, que conceptuelle. L'élimination de la différence de l'individu par l'unanimité totalitaire renvoie à des réalités très concrètes. Il s'agit de se soucier de ce qui décline pour Adorno dans l'individu, la façon dont son expérience peut contribuer à une connaissance. Et parler de l'individuel, c'est d'abord partir de l'expérience subjective. La vérité est pour Adorno à ce prix, comme il l'écrit dans le paragraphe 48 des Minima Moralia. Il faut se perdre entièrement dans l'individuel avant d'espérer le dépasser. Il faut suivre son rythme avec patience et ténacité, ce que de nombreux philosophes non parfaits, il faut séjourner auprès de l'individuel, et il détourne là une formule hegelienne, puisqu'il s'agissait pour Hegel de séjourner auprès du négatif, mais d'un négatif qui allait réconcilier et dépasser l'individuel en le réconciliant avec la substance ou la totalité sociale. Alors, cette position adornienne, elle s'inscrit paradoxalement dans le cadre général du primat accordé par Adorno au contenu. Et je reviens maintenant à l'avant-propos de la dialectique négative, qui pose ainsi ce qu'Adorno nomme le primat d'un pensée du contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de venir dissiper avant tout l'illusion d'une subjectivité constitutive ou de récuser la prétention du sujet à jouer un rôle constitutif. On va voir que la dialectique négative et ses modèles permettraient de conduire à la teneur causale ou de satisfaire l'intention du contenu. En tout cas, c'est une connaissance dialectique qui prend le parti du contenu. Cette exigence d'un primat du contenu, qui est aussi le sens général à donner chez Adorno au rejet de l'idéalisme, se formule, et c'est ça qui est très intéressant, comme tentative d'appropriation de toutes les formes d'expérience et comme capacité d'expérience. Adorno analyse alors ce qui peut venir faire écran entre la conscience vécue individuelle et le développement d'une pensée autonome. Il s'intéresse ainsi à cette conscience réifiée qui se définit comme conscience coupée de l'expérience et du contenu. Donc ce primat du contenu, ce primat de l'objet, c'est pas du tout l'élimination du sujet, vous comprendriez pas pourquoi je suis en train de vous parler de l'individuel, mais c'est l'intégration de toute intervention et de toute expérience dans l'étude de l'objet. C'est ce qu'il appelle un plus de sujet, qui est pas du tout celui d'une subjectivité triomphante, mais qui tient au contenu spécifique ou propre d'un sujet individuel. Donc on a une philosophie qui se distingue de toute forme spéculaire de pensée et qui doit d'abord s'assurer de l'expérience, qui doit se renouveler au contact de l'expérience à partir de la chose. Et ce contenu en particulier, il va être retrouvé du côté de l'expérience fragmentaire du particulier. C'est un particulier qui se distingue de tout sujet constituant. Alors, deuxième remarque, ce singulier, cet individuel dont il faut oser parler, il n'est pas du tout, il sera jamais pour Adorno un exemple.
quand il définit comme proprement philosophique la pensée en modèle, Adorno fait de la dialectique négative, et j'étais partie de là, un ensemble d'analyses de modèles. Pourquoi? Parce que le modèle, pour lui, c'est ce qui touche le spécifique. Le modèle, c'est jamais un exemple, c'est jamais une illustration du général. Ce faisant, il entend se démarquer du traitement hegelien de la singularité, ce qu'Adorno nomme dans la dialectique négative l'option hegelienne en faveur du primat social et politique du collectif, qui porterait avec elle un engloutissement du singulier. Adorno sera extrêmement sévère, mais c'est aussi le style et la verve adornienne. Il parlera dans le même texte d'un désintérêt de Hegel pour le non conceptuel, pour l'individuel, et même d'un mépris et d'une aversion de Hegel pour le particulier. L'individualité serait de ce fait contingente, quantité négligeable, exemple, une sorte d'instanciation parmi d'autres. À cet égard, toute l'analyse de la logique hegelienne est centrale, mais je ne peux pas développer ici ce point. Alors, le diagnostic critique tient au fait que la logique spéculative, chez Hegel, sacrifierait l'individuel, en faisant disparaître la contingence absolue, et en particulier celle de l'expérience individuelle. Alors peut-être une remarque, le terme d'expérience pourrait nous tromper, et il me semble que si Adorno le reprend, c'est pas du tout en un sens hegelien, au sens phénoménologique hegelien. Quand il critique l'exemplarité, le renversement du singulier en exemple du général opéré selon lui par Hegel, ça induit aussi toute une critique du concept hegelien d'expérience. Et ainsi, Adorno va écrire que même la science de l'expérience de la conscience, c'est-à-dire la phénoménologie, a dégradé les contenus d'une telle expérience en exemple de catégorie, dit ça dans la dialectique négative. Et donc, il prendra grand soin dans l'introduction de la dialectique négative, de distinguer ce qu'il entend, lui, par expérience, et donc une véritable science de l'expérience de la conscience individuelle, doit s'écrire à partir de l'irréductibilité de cette expérience. Et donc c'est cette confrontation-là qui sera la seule mesure de l'objectivité. On verra que cette expérience, évidemment, elle n'a rien d'une formation ou d'une Bildung au sens hegelien. Il faut pour Adorno considérer l'individu, c'est son expression, sub specie individuationis et non conceptuellement ou à partir de catégories comme Hegel l'aurait fait. Et alors, on se donne les moyens de faire apparaître la contingence, on se donne les moyens de faire apparaître la distance qui permet à l'individu de se protéger des atteintes de l'universel, on se donne les moyens de faire apparaître le caractère non interchangeable de l'individu, on se donne les moyens de faire apparaître la subjectivité qui pense, pour Adorno. C'est en effet l'expérience d'une conscience individuelle qui fournit à l'individu une forme d'objectivation qui le distinguera de la conscience malheureuse que reste aux yeux d'Adorno, pour Hegel, l'individu particulier. Et c'est ce qui permettra à l'individu l'exercice de cette conscience individuelle de devenir un sujet. Donc on a un individu qui sera jamais, malgré les efforts de l'industrie culturelle, la société totale, qui est pas intégrable au système de la société administrée. Alors, peut-être dernière remarque, à cet égard, la philosophie hegelienne, Hegel penseur du système, elle permet pour Adorno de comprendre la dimension systématique de la société qui est la nôtre, et c'est un outil extrêmement précieux et extrêmement puissant. Mais Adorno, il voit aussi l'horreur du sacrifice du particulier. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, les individus ne sont qu'en apparence réconciliés dans cette société administrée, en une totalité sociale, mais ils sont en réalité divisés. Alors, critique de l'industrie culturelle, critique de la philosophie spéculative, le diagnostic d'une abolition du sujet ou d'une liquidation de l'individualité, dans les termes d'Adorno, vise aussi, et je pourrais pas le développer ici, toute une organisation du travail, évidemment, organisation du travail dans laquelle les travailleurs
possède des dispositions absolument variables, interchangeables, et en même temps assignables à des tâches extrêmement spécifiques. J'ai relu récemment l'établi de l'INART, et on voit comment l'INART change de poste, il y a un absent, on vous met à une autre poste, et à la fois c'est extrêmement spécifique, et à la fois vous êtes parfaitement interchangeable selon les absents, les besoins, vous allez changer de poste de travail. Alors, j'en viens à mon troisième point, qui concerne la question de la résistance. C'est vrai qu'à lire le chapitre de la dialectique de la raison, dont j'ai parlé au début, on a le sentiment que le modelage du tréfonds individuel est tel que ne subsiste pas de partie réfractaire, qui toutes se trouvent intégrées, et se pose alors la question que les deux théoriciens critiques affrontent, des ressources de résistance à la domination, tant est complet l'état de réification des parties les plus intimes de l'individualité, où peut trouver refuge un reste d'autonomie qui pourrait entrer en conflit avec les tendances capitalistes du processus social. Caractérise en effet le sujet, qui est un sujet éteint, l'absence de résistance et en même temps les réflexes complètement mécaniques. Le problème et sa solution paradoxale est formulée par Adorno lui-même dans la dialectique négative, et je me permets de citer cette formule. L'individualité est à la fois le produit de la pression sociale et le foyer de force qui y résiste. C'est à la fois le lieu de la réification et le foyer de la résistance. Et donc c'est bien l'attention à la singularité qui va se trouver petit à petit investi d'un enjeu politique, enjeu qui va petit à petit prendre le pas sur l'objectif de transformation des conditions objectives ou sur le projet révolutionnaire. L'analyse de l'intégration croissante de l'individu et de l'intégration croissante de la classe à laquelle il appartient, qui est une intégration propre à produire, selon l'expression de Marcuse, une véritable disparition paradoxale de la conscience de classe prolétarienne et révolutionnaire. Cette intégration justifie aussi un déplacement du plan de réalisation de l'émancipation. Chez Adorno, on va voir que l'importance de la réification va induire donc cette exigence de déplacer le projet de transformation au niveau de la vie psychique des individus, des sujets, déplacement qui se trouve appelé par l'importance du rôle de cette structure dans le succès des autorités. Je pourrais pas le déployer ici, mais c'est un point extrêmement important, toute l'importance de la subjectivation et dans ce succès des autorités. Alors, avec toutes les réserves appelées par les élaborations issues du sujet, le potentiel protestataire, comme le nomme Adorno au début des Minima Moralia, a migré du côté de l'individu. C'est à l'individu qu'est revenue une bonne part du potentiel protestataire, écrit Adorno. Alors là, je pense évidemment à l'analyse de ce grand adornien qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Miguel Abinsour, qui a défendu que la dialectique négative, en reconnaissant une individualisation de la connaissance, individualisation que j'ai évoquée tout à l'heure, comme promotion de l'expérience individuelle, que ça menait à aussi ce qu'il appelle une individualisation de la résistance. Le potentiel protestataire migre du côté de l'individu. Je pense aussi, évidemment, en lisant ça, à l'idée contemporaine et parallèle développée par Marcuse, selon laquelle plus le moi individuel est absorbé par un monde administré, régi par la technique, et l'analyse de la technique est extrêmement importante chez Marcuse, plus sa sauvegarde va dépendre de ce que Marcuse nomme sa puissance de négation, ou sa faculté de construire un domaine personnel et privé et de protéger ce domaine en faisant appel aux besoins et aux dispositions individuelles qui lui sont propres. On voit que les mêmes raisons requièrent le développement de cette faculté et l'entrave
hein, c'est-à-dire toute la socialisation extérieure immédiate du moi, hein, tout le contrôle et la manipulation de ses loisirs, ça appelle cette résistance et ça l'entrave. Reste à promouvoir, je vais terminer ce troisième point là-dessus, tout ce qui peut permettre de potentialiser, hein, ce potentiel protestataire. Et on trouvera dans les minima Moralia, hein, je pense à une analyse de Jean-Marc Durand-Gasselin, une déclinaison des vertus typiques, la modestie, la pudeur, le tact, la lucidité, l'intransigeance, la méfiance, qui peuvent aider peut-être à résister aux contradictions de la modernité organisée. Je ne peux pas le développer, mais il y a ici quelque chose d'extrêmement intéressant. Dernière remarque, évidemment, vous comprenez que l'avènement d'une certaine liberté morale de l'individu est évidemment solidaire d'un abaissement de la répression interne qui elle-même exige ou suppose une société beaucoup plus libre qui alimenterait pas cette répression, hein, ou qui ne reposerait pas sur la crainte et la domination, ou pour citer une formule assez connue des minima Moralia, pas d'émancipation sans celle de la société. Alors, quatrième point, hein, je voudrais revenir sur la question de l'individu et sur ce que signifie être un individu, hein, sur la catégorie d'individu et le caractère polysémique de cette catégorie. S'il faut oser parler du singulier, c'est que celui-ci se trouve négligé et même englouti dans une société administrée dont la logique systématique, principalement la logique économique, hein, parce que pour Adorno, on n'a pas le choix, c'est en figeant notre altérité qu'on peut s'adapter aux mécanismes de la concurrence auquel on est soumis. Donc, cette logique économique converge, on l'a vu, avec le primat du tout, d'une certaine façon, de la philosophie spéculative. Néanmoins, tout ça ne veut pas dire que toute notion d'individu tombe en discrédit, bien au contraire. La domination sociale, à la fois, gomme les différences individuelles et sépare ou divise les sujets en les constituant en individus. Si le singulier est liquidé, hein, pour Adorno, l'individu au sens de la monade se trouve promu. Hein, il devient même une valeur monopolistique, si je puis dire, hein, il est sur un piédestal. On va voir que pour Adorno, c'est tout un de faire valoir une ipséité et de brader son individualité. Et c'est une seule et même époque dans laquelle l'individu disparaît et où s'affirme un individualisme, je dirais, forcené. Donc l'individualité se trouve, qu'est-ce qui se passe? Cette individualité, elle se trouve réduite à la fonction ou au statut de l'unicité. Cette société, elle possède un fort principe d'individuation, mais Adorno va voir dans cette revendication, hein, la revendication de cette unicité, de cette individualité, hein, qu'on nous accorde bien volontiers, hein, soyez unique, et qu'on promeut, il va voir là-dedans peut-être un moyen plutôt de s'adapter quand on n'a plus la force de résister. Cette individualisation extrême possède pour Adorno une fonction, et elle possède la fonction d'isoler complètement les hommes les uns des autres. Comment est-ce qu'on peut encore, comment est-ce qu'on peut encore se rejoindre quand on se définit comme une personne privée, comme un individu clos, hein, quand on s'est construit soi-même isolément, c'est vrai qu'on reste une abstraction qui est privée de toute effectivité, hein. Peut-être j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a une analyse convergente chez Elias, hein. Quand on s'est construit comme un homme clos, quand on a réprimé tous ses affects, on n'arrive plus à tendre la main, à avoir des réactions d'empathie, à toucher l'autre, hein, quand on a érigé des murs étanches entre les individus. On voit que l'archéologie critique de la notion d'individu possède deux versants. D'une part, Adorno et Horkheimer ont dénoncé, hein, en suivant complètement le geste de Marx, le caractère fictif de l'individu à l'époque bourgeoise, ou alors ils ont mis en avant le fait que l'individu, compris comme positivité inentamée, comme monade, comme intérêt particulier,
est tenu pour un phénomène originaire, cet individu, hein, Marx l'avait déjà dit, hein, c'est une catégorie fondamentale et dominante de la société bourgeoise. Cet individu de la société bourgeoise, hein, qui est autosuffisant, qui est une sorte d'homo clausus, hein, au sens d'Elias, pour reprendre une expression du sociologue Norbert Elias. C'est aussi l'individu de la psychologie individuelle, hein, qui constitue un leurre très très efficient, qui dissimule la réalité des interdépendances qui font l'individualité, hein, l'interdépendance entre les hommes. Donc ce principe de l'individualité, il est contradictoire d'une certaine façon depuis le début. Et cette prétendue individuation bourgeoise, elle possède pour Adorno le sens d'une privatisation, hein, privatisation sur lequel il me semble que Castoriadis reviendra de façon très profonde. Le fait de ne s'attacher qu'à des motifs privés, cette privatisation, elle s'effectue au détriment de l'individualité véritable, ce qui signifie que cette dernière conserve une signification. D'autre part, la disparition de l'individu est engendrée par l'industrie culturelle, hein, je l'ai dit au début, l'intégration extrême de l'individu à laquelle elle parvient rend l'identité de celui-ci absolument générale, c'était notre premier point, signifiant l'avènement d'une pseudo-individualité. Hein, dans la dialectique de la raison, Adorno et Horkheimer écrivent que les individus ne sont plus que des points de rencontre de tendances générales. On voit que l'individualité, en un sens, est doublement illusoire, parce que la catégorie bourgeoise d'individus l'est, et parce que aussi la force d'incorporation de la société administrée, hein, adossée à une industrie culturelle très puissante, produit du général ou du standardisé, là où on parle d'individus. On voit que la précarité de la position de l'individu possède donc différentes significations, et c'est pour ça que c'est aussi un lieu dialectique extrêmement intéressant. Ça peut viser l'irréalité de la catégorie bourgeoise d'individus, son abstraction, que les individus aient appris, et nous avons appris nous-mêmes à nous appréhender comme des monades, hein, fermées et autonomes, et que cet apparaître soit socialement source de profit, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que cet apparaître corresponde à la réalité, hein, d'un point de vue, je dirais, d'ontologie sociale. Ça cache tous nos rapports, tous nos liens de solidarité, d'interdépendance. D'autre part, cette précarité signifie aussi, et c'est pour ça que la notion d'individuel garde un sens, cette précarité signifie la menace qui pèse sur la particularité. Donc je distinguerais deux choses. Le fait que la catégorie bourgeoise d'individualité occulte l'origine sociale et historico-naturelle de ce statut, hein, que cette catégorie, elle désocialise le rapport social, hein, pour reprendre une expression du jargon de l'authenticité. Et puis le fait que la société administrée signe la chute de l'expérience individuelle en faisant de l'expérience individuelle une sorte de précipité des logiques productives. Je vais en venir à mon cinquième et dernier point avant de conclure. Donc on a insisté sur la catégorie illusoire d'individualité, au sens où il n'y a pas d'individu isolé. Et en même temps, c'est une catégorie qui est efficace ou effective dans ses effets. Elle produit des individus isolés. Elle produit une véritable société d'individus, hein, comme l'a nommé Norbert Elias. La dimension d'apparaître de cette catégorie bourgeoise l'empêche pas de produire des effets puissants qui sont des effets d'isolement ou de division. Et je vais finir là-dessus par quelques remarques. L'appel à la résistance de l'individualité face au constat de sa liquidation ne signifie pas qu'on revienne du tout à un sujet extérieur et indépendant de la société. Je crois que reposer la question de l'individualité, comme veut le faire Adorno, signifie pas du tout qu'on va affirmer l'existence d'une nature individuelle, étrangère à l'ordre social. Il s'agit bien d'une production historiquement située. Par ailleurs, l'individu tient sa teneur ou son contenu
de ce qu'il construit socialement. Hein, c'est ça qui lui donne sa teneur pour Adorno. Des liens de solidarité qui sont tissés avec les autres. Motive donc la critique de l'opposition entre individu et société, à la fois historiquement l'uniformisation dans la société répressive et l'affirmation par Adorno d'une sorte de texture socio-historique de l'individuel. Cette attention portée au particulier renvoie donc évidemment pas chez Adorno à une promotion de l'individu, au moi ou au sujet dans une acception moderne. En particulier, la théorie adornienne du caractère social permet d'analyser les effets de subjectivité en termes de moi réifié, fasciné, intégré, amalgamé, en termes de caractère conservateur, de moi semi-autonome, mais aussi parfois en termes de personnalité autonome ou libre, hein, qui possède une créativité propre. Donc il faut aller dénicher prioritairement dans le caractère, pour Adorno, les différentes façons dont le collectif va constituer la substance de l'individualité. Évidemment, cette constitution par le collectif, elle peut typifier ce qu'il y a de plus individuel, elle peut faire du plus individuel le plus général. Hein, et l'individu de notre société comme monade, il n'est pas du tout singulier en réalité. Il incarne une compréhension tout à fait instrumentale du collectif, la poursuite de l'intérêt, qui est, selon l'expression des Minima Moralia, l'inverse du collectif. Alors, si je me réfère à un texte que j'aime beaucoup, un texte contemporain de la sociologie de Norbert Elias, qui est le texte de la société des individus, il me semble qu'on rencontre un diagnostic tout à fait convergent. L'individu moderne, hein, qu'Elias nomme un homo clausus, hein, ou aussi un je sans nous, on a l'impression d'être tout seul chez soi, comme une monade, isolé des autres. Cet homo clausus possède l'illusion de la singularité qui tient de son intériorité ou de son fort intérieur, alors que cette image de l'homme, hein, image fantasmatique de l'autonomie, se révèle en réalité des plus avantageuses d'un point de vue économique. Hein, dans leur compétition concurrentielle, elle vient supporter tout à fait l'idéologie libérale de l'entrepreneur. Donc on comprend pourquoi elle profite. D'autre part, cette fausse conception du collectif comme adjonction d'entrepreneurs individuels constitue chez Norbert Elias comme chez Adorno l'inverse du collectif véritable, hein, qui tient au type d'interdépendance spécifique entre les hommes dans une certaine société ou au lien de solidarité. Hein, et donc il y a quand même cette expression très forte de la dialectique négative, hein, chez Adorno, hein, le faux collectif, hein, cette société individualiste illusoire, hein, qui promeut cette espèce de faux collectif qui en réalité individualise, divise, sépare. Alors en réalité, j'ai pas pu le faire ici, hein, il y a deux faux collectifs pour Adorno. Il y a celui de la société individualiste, mais il y a aussi celui d'un certain nombre de sociétés collectivistes. Donc la conception traditionnelle du moi, ou sa traditionnelle connaissance psychologique, se trouve ébranlée de deux façons. D'abord par l'affirmation de l'antériorité empirique de ce qui est socialement universel. Ensuite par l'affirmation de la non-contingence des canaux de subjectivation, hein, et du caractère tout à fait souterrain des voies de détermination. Ce serait l'objet d'une autre conférence, je ne peux pas le détailler ici. Deuxième et avant-dernière remarque, il y a évidemment, vous l'avez compris, aucun retour à l'individu naturel, tout simplement parce que celui-ci existe pas, hein, pour Adorno, mais pour Horkheimer. Hein, ils ont beaucoup répété que l'individu n'était pas une production naturelle. Pour reprendre une analyse des Minima Moralia, l'individu ne possède aucune intériorité ontique qui serait dans un second temps altérée par telle ou telle organisation sociale. C'est-à-dire que la tendance à s'adapter, à se conformer qu'on a décrit au début, ça constitue pas du tout non plus une nature, mais ça constitue une disposition mortifère qui est caractéristique d'un certain âge de la raison, celui de la raison instrumentale, ou de la société moderne capitaliste, qui induit aussi un rapport instrumental à soi-même.
Ça, c'est extrêmement intéressant parce que Adorno montre que le principe d'individuation de la société moderne, il affecte pas seulement le rapport entre les autres, entre les hommes, en les divisant, les séparant, en les isolant, mais que cette division, elle opère à l'intérieur de chaque individu, à l'intérieur de chacun d'entre nous, entre les différentes sphères de notre vie. Non seulement l'individu se trouve compartimenté entre des champs d'expérience distincts. Notre travail doit être étanche par rapport à nos loisirs, par rapport à notre famille. Et donc, ces champs d'expérience doivent pas communiquer. Et puis, chacun d'eux est d'une certaine façon vécu en mode mineur ou en sourdine pour ne pas communiquer sa vie aux autres. Je cite toujours le paragraphe 84 des Minima Moralia. Aucun épanouissement ne doit être attaché au travail qui perdrait sinon sa modestie fonctionnelle dans la totalité des fins. Aucune étincelle de réflexion ne doit tomber dans le temps de loisir car elle pourrait communiquer sinon à l'univers du travail et y mettre le feu. Dernière remarque, prenons garde néanmoins aussi de distinguer cette priorité, ce primat, cette antériorité du social, dont on a vu que c'était très différent du primat spéculatif du tout ou de la totalité sociale, de toute incidence ou influence d'un milieu. C'est un débat historique important, et il faut ici se référer à la façon dont Adorno a critiqué la conception révisionniste, celle de Karen Horney, mais aussi celle d'Erich Fromm, leur conception du rapport entre l'individu et la société. Il faut prévenir la confusion entre ce social et l'organicité d'un milieu. D'ailleurs, il faut faire attention, aux yeux d'Adorno, c'est le capital qui possède de façon élective une composition et un fonctionnement organique. Je pense au texte de la psychanalyse révisée, évidemment ici, qui est sans appel. L'idée d'influence du milieu sur le caractère présuppose l'existence d'un individu isolé qu'affecteraient de l'extérieur les forces sociales qui seraient indépendantes de lui. Et psychologie individuelle et culture resteraient séparées, selon un modèle qu'Elias a nommé un modèle de statique de l'intérieur et de l'extérieur. Et rien ne pourrait être expliqué. Le milieu ne viendrait que renforcer ce qui se trouve préformé dans l'individu. Se trouve ainsi occulté le fait que non seulement l'individu, mais aussi la catégorie même d'individualité sont, écrit Adorno, des produits de la société. Le fait, comme dirait Pierre Bourdieu, que le corps socialisé est une des formes d'existence de la société. Il y a des mécanismes sociaux qui produisent l'individualité, comme chez Norbert Elias, l'individu est produit par le processus de civilisation des mœurs à un certain stade de son développement. De ce fait, l'objet de la psychologie sociale analytique ou psychanalytique pour Adorno consiste à découvrir dans les mécanismes les plus intimes de l'individualité les forces sociales déterminantes. De même que chez Norbert Elias, l'objet de la psychologie sociale tient à la connaissance des liens d'interaction, enfin le terme n'est pas très bon, d'interdépendance, entre structures de la personnalité individuelle et structures sociales. C'est toute la question de la sédimentation de l'histoire dans l'habitus des membres d'une nation. Et du coup, la tâche du sociologue, c'est pas du tout d'interroger statiquement la façon dont une société contraindrait de l'extérieur un individu. On l'a vu avec Adorno, qui serait un tout constitué. Mais ce sociologue ou ce théoricien critique, il va analyser comment les habitus sociaux, ou ce qu'Elias appelle l'idéal du nous, participent à la structuration de la personnalité de concert avec des logiques internes, un idéal du moi. J'ai été un peu longue, mais je vais conclure beaucoup plus brièvement. Le type de socialisation de la société administrée, qui constitue, on l'a dit, une socialisation totale, socialisation qui signe le déclin du singulier ou de l'individuel, constitue ainsi une forme de socialisation qui atomise ou qui isole. Pour le collectif, se sédimenter dans l'individuel, ça peut vouloir dire diviser ou produire une société d'individus.
Et donc ça les réduit à un isolement désespéré, d'où pour Adorno la soif de compagnie, mais aussi la tendance à former des foules sans âme, ces masses d'individus amorphes et obéissants. Il faut insister sur le fait qu'oser parler de l'individuel, comme dit Adorno, ne consiste ni à ignorer son ascendance sociale, ni à idolâtrer ou à choyer l'individualité, choyer l'événement, comme l'a dit Lyotard de Bataille, en s'inspirant d'Adorno. Je pense au paragraphe 46 des Minima Moralia, évidemment, qui l'exprime clairement, où Adorno précise que la connaissance qu'il s'agit de développer, la connaissance insistante de l'individuel, n'est fructueuse que si elle finit par le dégager de son isolement, dégager l'individuel de son isolement. Alors bien sûr, la médiatisation sociale de l'individuel se distingue et se distinguera toujours de ce qu'Adorno nomme chez Hegel une subsumption, une synthèse ou une réconciliation de l'individuel à la substance sociale. Mais ce qui m'intéresse, et c'est pour ça c'est un lieu dialectique ou un modèle extrêmement intéressant, c'est que tout ça permet de distinguer différentes modalités du rapport de l'individuel au commun. Et c'est pas parce qu'on peut pas inclure le premier, l'individuel, dans le second, dans le collectif. C'est pas parce qu'on peut pas rendre l'individu commensurable ou échangeable qu'il y a une étrangeté complète de l'individuel et du social. Et c'est tout ce qu'a essayé de faire dialectiquement. Enfin, c'est tout le sens de la logique de la dislocation. C'est de voir quel type de rapport il y avait entre cet individuel auprès duquel on séjourne et dont on valorise l'expérience, et un collectif véritable, qui n'est pas un faux collectif, et qui va pouvoir donner à cet individuel sa teneur. Voilà, c'est ça qui m'a intéressée et que je voulais esquisser avec vous. Je vous remercie beaucoup.